Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous, merci d'être là avec nous. Un certain nombre de gens nous rejoindront un petit peu plus tard. Je crois avoir compris qu'on peut sortir plus tard en France, donc certains en profitent. Le couvre-feu, c'est pas pour de suite, donc ils ont raison d'aller se promener. L'association des EI en Israël est très heureuse de vous retrouver pour cette série que nous avons appelée Kaléidoscope. Et l'idée est très simple, puisque depuis le mois de janvier, nous en sommes à la 14e ou 15e séance. L'idée est que des ZEI, des anciens ZEI, de toute génération, de tous les groupes locaux, de différents métiers, viennent s'exprimer le dimanche soir à 19h heure de Jérusalem pour nous présenter un élément, soit de leur métier, soit de leur intérêt. Et nous les remercions à tous car ils continuent comme ça le chemin AI, puisque tous les intervenants, évidemment, sont des bénévoles, s'il fallait le préciser. Alors, ce soir, évidemment, vous le savez, c'est le Yom Yerushalayim, la journée de Jérusalem, puisque nous fêtons ce soir la réunification de la capitale d'Israël, certains disent du peuple juif, cette ville de Yerushalayim. Et pour nous, eh bien, nous sommes tout à fait dans la thématique, puisque nous avons demandé à Edwige Chekoun, elle va se présenter dans un moment, mais elle travaille à la mairie de Jérusalem pour faire en sorte qu'un certain nombre de Juifs du monde entier viennent s'installer à Yerushalayim. Eh bien, ce n'est pas dans une commémoration axée uniquement sur le passé, mais vraiment sur le présent et l'avenir que nous allons ce soir consacrer cette soirée. Et elle va nous parler d'Alia, d'histoire avec un petit S et de la grande histoire. Et donc, nous sommes très, très contents de la recevoir ce soir. Edwige, qui fait partie du comité de l'association des ZEI, des anciens ZEI en Israël, tout comme un certain nombre de membres que je vois ici autour de nous dans les petites photos. Voilà, on les citera peut-être tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup. Je cède de suite la parole à Edwige et je vous rappelle que si vous avez des remarques, des questions, vous pouvez les noter dans l'espace de discussion, dit chat, puisque maintenant nous parlons tous couramment l'anglais. Eh bien, comme ça, vous pourrez en profiter. Donc, n'hésitez pas et nous nous retrouvons dans un moment. Edwige, c'est à toi. Alors, merci beaucoup. Bonsoir Jean-Charles. Et déjà, Yom Yerushalayim Sameach, une belle fête du jour de Jérusalem, en direct de Jérusalem. Donc, je ne sais pas où sont les Parisiens, où sont les personnes d'un autre continent. En tout cas, ici, je suis à Jérusalem. Et oui, comme l'a dit Jean-Charles, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le monde de l'ALIA, que je travaille pour essayer d'aider les francophones à s'intégrer, à trouver leur place en Israël. Donc, j'ai eu la chance de le faire dans plusieurs cas, dans le cadre du CNEF où je travaillais avec les étudiants, ensuite dans le cadre de l'association AMI. Et aujourd'hui, je travaille plus pour une association, mais pour une organisation qui est la mairie de Jérusalem. Et donc, je suis responsable de l'intégration des francophones sur la ville. Donc, à ce titre-là, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez après, mais ce n'est pas que notre propos. Et on m'a donné l'honneur et le plaisir de parler d'Alia. Au-delà d'un métier, c'est aussi l'histoire d'une partie de ma vie, et certaines personnes que je vois ici, enfin dans les petites cases, des gens qui ont fait le pas, d'autres qui sont encore en France. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le mot Alia, de toute façon, ça interpelle tout le monde. C'est-à-dire que quand on parle d'Alia, tout le monde se sent obligé de dire quelque chose, de se positionner, de penser à son frère qui a fait son Alia, à sa nièce qui a pas réussi, à sa tante qui est partie dans les années 50, à se dire ah là là, qu'est-ce qu'ils sont lourds et antipathiques ces Israéliens. Non, au contraire, ils sont super. Enfin, quand on parle d'Alia, la première chose, c'est que tout le monde a un tas d'idées, un tas de pensées autour de ce mot. Et on va essayer un petit peu ensemble de voir, mon propos va être divisé en deux parties.
Et pour ceux qui sont là jusqu'à la fin, je vous donnerai mon avis personnel, mais alors à la fin, comme ça, je suis sûre que je ne vous perds pas en route, si ça vous intéresse de le savoir. Donc, j'ai divisé cette conférence en deux parties. La première partie, je vais la concentrer un peu sur l'histoire des Juifs de France et Israël, le lien à Israël. Et la deuxième partie, on va plus parler des histoires et vraiment de l'histoire qui nous intéresse, c'est-à-dire les histoires de notre mouvement, nos positions en tant qu'EI, parce que évidemment, de la création du mouvement jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs histoires. Et voilà. Donc, au départ, j'ai été tentée de commencer à parler de l'Alia des Juifs de France. Je me suis dit, tiens, je vais commencer à regarder, parce que moi, je ne suis pas historienne. Je vais commencer à regarder et je vais m'intéresser à l'Alia, évidemment, depuis 1948. Mais en fait, l'histoire des Juifs de France et de leur lien à Israël commence bien avant ça, car le baron de Rothschild, Edmond de Rothschild, déjà en parallèle du congrès sioniste et de l'histoire de Herzl dont tout le monde a entendu parler à Bâle, lui, il avait déjà fait ses premiers voyages en Israël. Il était venu au départ de manière un peu secrète, un peu discrète, sans intéresser personne. Et puis au fur et à mesure, il a commencé à intéresser des notables français, de s'intéresser à ce pays, à cet endroit. Je vous parle de ça, on est au début du XXe siècle et il commence à acheter des terres pour ceux qui connaissent un peu Israël autour de Zichron Yaakov. Et c'est ce qu'on va appeler la première Alia, bien avant la création de l'État d'Israël. Et donc voilà. Cela nous amène donc un peu avant la Première Guerre mondiale, 14-18. La communauté a été intéressée à soutenir le baron Edmond de Rothschild, évidemment, chacun avec son avis. Mais vient la Première Guerre mondiale et évidemment, les gens sont plus occupés à se retrouver dans une guerre pendant ces 4 années et donc arrêtent un peu cette volonté de voir ce qui se passe de ce côté-là du continent et continuent à sauver leur peau en France. Cette guerre se termine. Entre les deux guerres, on ne voit pas tellement de mouvements d'aller-retour, c'est la reconstruction, etc. Et arrive le début de la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est un vrai choc pour tous les Juifs du monde, mais spécialement pour la communauté juive de France, qui était persuadée qu'ils étaient bien en France. Et là, entre autres, le gouvernement de Vichy, les premières déportations, l'histoire du vélodrome, du Veldiv, et les positions de toute cette génération ont été ébranlées. Ça veut dire qu'à un moment, certains ont beaucoup moins cru en le fait que la France allait les protéger, puisque la France, dans son gouvernement, ne les a pas protégés. Et donc, les positions ont été ébranlées. Et ensuite, cette guerre se termine avec ce qu'on connaît des drames, des familles arrachées, des familles déchirées. Et là, donc, on est juste avant la création d'État d'Israël. Et il y a un vrai mouvement de gens qui se sentaient plus attachés, déracinés, etc. Et c'est Juifs de France qui décident de faire leur alia. Donc, on est dans les années 47-48. Et on sent c'est un sionisme concret, dynamique, avec des gens qui vont partir et qui vont surtout relever leurs manches pour créer l'État d'Israël, pour construire l'État d'Israël. Et en fait, pendant toutes les années 50, alors j'ai retrouvé un peu des chiffres en lisant plusieurs documents. Pendant les années 50, la communauté est intéressée, regarde de loin ce qui se passe en Israël, mais on a quand même entre 100 à 300 à peu près olim par an, ce qui est un nombre respectable, sachant que le pays n'était pas encore construit, mais c'est pas non plus là qu'on voit les grandes vagues d'Alia dont je vais parler tout de suite. Donc tranquillement, les Juifs de France arrivent, soutiennent, arrivent dans les villes, dans les petits bouts, ils sont en pleine construction. Et là arrive un élément fondateur qui a été en fait le grand déclencheur du lien entre les Juifs de France et l'État d'Israël. C'est la guerre des 6 jours, juin 1967. D'abord, la génération qui s'est sortie de la guerre, elle est plus mûre, elle est plus reconstruite, etc. Et là, tout à coup, on voit Israël non plus comme
comme quelque chose de matériel, le pays des Juifs qu'on regarde de loin, etc. Mais tout à coup, il y a une dimension spirituelle qui est ajoutée à ce petit pays. Et on a une armée juive, on a une victoire flagrante. Et donc, tout à coup, les Juifs de France se retrouvent identifiés à cet Israël et à ces Israéliens. Dans ces années-là, on voit des Juifs qui manifestent dans Paris avec des drapeaux d'Israël. Et là, tout à coup, on passe de 100, 200, 300 olim par an à 3000 olim par an en moyenne. Et donc, c'est le début du grand amour entre les Juifs de France et l'État d'Israël. C'est des gens de qualité, c'est des jeunes leaders juifs. Je voudrais pas dire de bêtises, mais a priori, dans nos anciens, c'est un peu les dates où sont montés Manitou, Chameau, André Neher, etc. Et cette vague d'Alia, en fait, va durer à peu près jusqu'en 1972, où là s'arrête cette euphorie d'Alia massive et on revient à ce qu'est en fait la moyenne des Juifs de France qui montent en Israël, 1500, 2000 olim par an, c'est ce qu'on va appeler la vitesse de croisière. Si dans les années 70-80, on parle d'Alia d'identité, ça veut dire que dès qu'Israël se met en danger, ça réveille les Juifs de France. C'est un acte de soutien, de solidarité. On voit pas mal de jeunes qui s'inscrivent à la fac, et on voit des jeunes qui participent à des programmes de 1 an à la fin des mouvements de jeunesse, etc. C'est vraiment pour renforcer leur identité et pour surtout se sentir, enfin, c'est suite à une réflexion sioniste et une envie surtout de vivre en Israël, de vivre au temps israélien, etc. On va sauter rapidement aux années 2000 et là, quand on lit plus les analyses des historiens et des démographes, des sociologues, etc., ils parlent plus d'une alia qui est liée à des réactions antisémites, mais contrairement à certains pays où ça a été une alia de fuite, fuir son pays, les Juifs de France continuent à être dans le choix, ils choisissent de monter en Israël et on ne peut pas définir ça comme une fuite. Et sachant que dans les années à partir des années, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 65, 66, 67, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés et beaucoup de gens qui sont arrivés directement du Maroc aussi, de Tunisie et d'Algérie. Alors, il y a une volonté de rapprochement familial et j'ai trouvé un chiffre intéressant parce qu'en 2002, quand le sociologue Eric Cohen analyse il a fait sa grande enquête sur la communauté juive de France et 78%, ça veut dire presque 80% des juifs français, ils déclarent avoir un parent vivant en Israël. Donc ça explique aussi cette volonté de rapprochement familial et de savoir de se rapprocher des gens qu'on n'a pas vus, avec qui on vit pas, avec qui on vit de loin, etc. Dans ces années, on assiste aussi en France, dans les années 2000, à plus de communautarisme. Les gens ont besoin de se retrouver en synagogue. On a une augmentation massive du nombre d'enfants scolarisés en école juive. Et il y a un nouvel état d'esprit qui s'impose. Et ces gens-là ont l'impression qu'il n'y a pas d'avenir en France et qu'on entend beaucoup de jeunes, et là c'est une alia qui est assez jeune, de jeunes familles, de jeunes étudiants qui veulent aller en Israël, qui veulent étudier en Israël et qui veulent faire leur vie en Israël. Donc ça, mais encore une fois, c'est des déclarations et on reste un peu, si on analyse les chiffres, à 1500, 2000 olim par an, avec plus ou moins des hausses et des baisses. Il y a aussi, c'est aussi une époque à laquelle on communique beaucoup plus, puisqu'en 2004, il y a les premiers avions, ce qu'on va appeler Tissam et Roukezet, les vols groupés. Alors derrière moi, ça m'a amusé de mettre cette photo justement de gens qui descendent de l'avion, de gens qui arrivent où c'est aussi relayé aux infos françaises à l'époque.
Et donc, il y a ce mouvement qui continue à exister, à intéresser, et comme un ami amène un ami, donc c'est beaucoup mieux organisé. Et cette vague ce rythme d'Alia continue. On sait bien aussi que dans cette période, si on se rappelle de l'histoire d'Israël, c'est pas que la vie est prospère et facile en Israël. Je vous rappelle les années 2000, la fin du siècle dernier, les années 2000, les attentats, ensuite les Tsuketan et Oferet Tetsuka. Je me rappelle plus des noms en français, mais il y a eu plusieurs guerres, il y a eu plusieurs événements assez difficiles en Israël, mais c'est pas ce qui fait peur à la communauté juive de France. Au contraire, on retrouve encore cet attachement et cette volonté d'être dedans, de faire partie de l'histoire. Le démographe d'ailleurs, Serge de la Pergola, je vais le citer, que l'immigration vers Israël supposait être motivée par la force d'attraction de ce pays est en fait peu liée à ce qui se passe effectivement dans la société israélienne. C'est plus une volonté des gens de venir vivre en Israël. On arrive tranquillement en 2015. 2015, c'est aussi une vague d'attentats. Et là, cette vague d'attentats va déclencher une vague d'Alia, ça veut dire en réaction à ça, des centaines, je vais dire même des milliers de personnes qui étaient un peu dans l'hésitation, prêtes à partir, envie de partir, etc. En 2015, on a atteint un pic qu'on n'a jamais connu dans l'histoire des Juifs de France. On est arrivé jusqu'à 8000 personnes. Pour certains, ça a été un détonateur. Pour d'autres, ça a été une certitude que l'avenir des Juifs était compromis en Israël. Et donc, quand on fait en cumuler tous les gens qui sont arrivés dans cette période, donc à partir des années 2000, on parle de plus de 50 000 Juifs qui sont arrivés, qui sont montés, qui ont eu un lien avec Israël. C'est-à-dire, quand je parle d'un lien, il y a aussi eu en parallèle de tout ça la création des programmes Massa. Pour ceux qui connaissent, Massa, c'est une opportunité pour des jeunes touristes, des jeunes qui n'ont pas encore décidé de faire leur alia, de passer une année entière en Israël, enfin 6 mois, entre 6 mois et 1 an, et de faire quelque chose qui leur plaît, qui les intéresse. Alors, il y a plein de formules de Massa. En général, c'est un programme post-bac. Et il faut savoir un petit chiffre intéressant quand même, je suis pas sociologue, mais il y a quand même 80% des Juifs de France qui participent à Massa qui font leur alia dans la foulée. Donc, ils viennent, ils goûtent, ils essayent, ils aiment et ils continuent. Quand je dis dans la foulée, ça veut dire à la fin de l'année Massa, il y a plein de jeunes qui vont aller décider de réétudier dans un autre pays et puis de revenir en Israël parce que finalement, ça leur a plu. Donc, on arrive maintenant à la période que j'appellerais Corona, post-Corona, après le Corona. Enfin, on est plein dedans, donc on est en plein dedans. Donc, c'est toujours difficile d'analyser ce qui se passe. Est-ce que ça va être un frein? Est-ce que ça va être un moteur? Je pense que le monde a connu le travail dématérialisé. C'est quelque chose qui existait. Mais aujourd'hui, le fait de pouvoir se réunir tous autour d'une conférence dans différents pays, dans différents lieux, dans différents endroits, de pouvoir travailler loin de l'endroit physique où on a besoin de travailler, évidemment, ça ne s'offre pas à tous les travails, mais c'est quelque chose, en tout cas, moi, pour l'instant, dans mes rencontres professionnelles, je rencontrais énormément de gens qui, en fait, découvrent que oui, on pouvait continuer à travailler de loin. Donc, si déjà de loin, alors pourquoi pas en Israël? Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et donc, pour ce qui est un peu de ce rappel historique, on est allé vite à travers toutes ces années. Quand on a parlé de l'histoire et que je vous ai parlé des vagues d'Alia et des gens qui arrivaient, etc., j'aimerais vraiment rentrer maintenant plus dans le fait que cette grande histoire est formée de petites histoires. Aujourd'hui, si on considère qu'il y a environ 150 000 Juifs de France qui sont venus au fil de toutes ces années, c'est aussi 150 000 histoires de vie. Et on peut dire que les Juifs de France, de manière indéfectible pendant toutes ces années, ont contribué comme une
ont été une source d'alias. Ça veut dire que quand on compare avec les autres alias, l'alia, par exemple, des pays de l'Est, alors ça a été un boom et puis après, ça s'est plus ou moins calmé. Pareil pour les opérations Shlomo et Moïse pour les Juifs d'Éthiopie, etc., etc. Mais la France, en fait, quand on la voit, quand on l'analyse, nous, on est dans des réunions, on voit que les Français, alors avec des hausses, des baisses, etc., mais toujours ces gens arrivent. Et du coup, aujourd'hui, on a une communauté francophone qui est impliquée, qui est diversifiée. Alors même si on dit que les Français ils gardent leur accent, ils parlent pas hébreu, etc., etc. Ce qu'on note, et c'est une petite quelque chose de positif par rapport à tout ce qu'on entend d'habitude, ça va prendre peut-être 1 an, ça va prendre peut-être 5 ans, ça va prendre peut-être une génération, mais au bout d'un moment, les Juifs de France, ils sont intégrés, leurs enfants sont intégrés ou leurs petits-enfants sont intégrés. Puisqu'on parle d'intégration, ça veut dire ils vivent bien là où ils ont décidé de vivre. Et comment on le voit là depuis quelques années, en fait, bon, évidemment, Israël n'est jamais un pays calme, il se passe toujours quelque chose. Et que ce soit bien ou que ce soit plus difficile, en fait, on entend de plus en plus que, voilà, c'est ce qui est arrivé à ce jeune, il avait une grand-mère française, alors que quand on les croise, on a l'impression que c'est des Sabras, c'est des Israéliens qui sont nés ici, mais en fait, on se rend compte que par cet apport de nombre de personnes qui sont venues vivre en Israël pendant ce nombre d'années, en fait, il y a des gènes français. Voilà, si Sarah elle est là, je peux parler un peu de génétique. Il y a des gènes français qui sont dans les racines aujourd'hui des Israéliens. Et ça arrive très souvent tout à coup, on est quelque part et puis on voit un petit jeune et puis on lui demande quelque chose et dit, moi aussi j'ai parlé les français. Donc ça fait toujours plaisir. Alors ta grand-mère, c'est tes parents, etc. Mais en tout cas, il y a un moment où la communauté est peut-être dans certains endroits repliée sur elle-même, mais de manière générale, sur les 150 000 personnes, quand on parle d'une partie de la communauté qui est repliée sur elle-même, c'est vraiment, on parle d'une toute petite partie de cette communauté francophone en Israël. Et donc voilà, donc aujourd'hui on a notre partenaire Radio Kalita qui ont une émission Un jour une histoire, et là on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont à des postes clés dans la société israélienne, dans l'industrie israélienne, et qui ont des bons postes, etc., et qui conseillent et qui donnent du temps pour les autres zones. Donc voilà. Si vous avez des questions, allez-y avec grand plaisir. Voilà. On va un peu, voilà, on a parlé d'histoire, on a parlé d'histoire avec un S, et là on va parler des EI et du lien à Israël. Alors, j'ai pas fait une recherche historique parce que j'avais pas les documents sous la main, etc. C'est juste que les EI étant le plus grand mouvement de jeunesse de France, et ça depuis très longtemps, en fait, les EI ne sont pas détachés de cette histoire. Ça veut dire, si on reprend le fil qu'on a décrit depuis le début de cette conférence, ça veut dire à chaque temps d'Alia, évidemment, il y a des anciens EI qui sont arrivés, évidemment, il y en a qui ont rejoint les autres. Enfin, je veux dire, au même titre que les autres, les EI ont marqué leur attachement. Il y a eu des jolies opérations menées pour soutenir Israël à des moments où c'était difficile. Il y a eu des histoires un peu plus tristes de jeunes qui s'étaient engagés à l'armée ou qui nous ont quittés prématurément, en tout cas dans ma génération. Et donc les EI ont fait partie de cette histoire. Et avec ce lien d'attachement, on l'a vu l'année dernière, pendant la période Corona, pour ceux qui ont pu assister, il y a quand même eu une veillée chant extraordinaire où je crois qu'il y avait plus de 5000 personnes qui se sont retrouvées autour d'un Zoom et d'une veillée chant. Et là, on a vu qu'il y avait énormément d'anciens EI en Israël et qui étaient là et qui chantaient au rythme des autres pays. Alors, je vous avais dit que je vous donnerais un peu mon avis sur la question. Alors, pour moi, Alia, c'était clair. Je pensais, j'en étais sûre, qu'on ne pouvait pas vivre à l'étranger, on ne pouvait pas vivre ailleurs qu'en France.
et encore moins apprendre une autre langue, et encore moins pouvoir s'attacher à une autre culture que celle où on avait grandi. Ça, c'était mon précepte de base de 0 à 17 ans. 17 ans, je rentre aux EI par le plus pur des hasards, c'est-à-dire que c'était une époque où il y avait énormément de voyages en Israël organisés par les EI et par d'autres mouvements de jeunesse. Je veux dire, en été, il y avait énormément de jeunes juifs de France qui passaient leur été en Israël. Et à ce moment-là, je décide donc de participer à un voyage EI qui était en fait pour les non-EI, qui était destiné aux non-EI. C'était un voyage dans un kibbutz, et là, un voyage EI, ce qu'on appelait. Et là, je rencontre, donc j'ai la chance de rencontrer Jean-Charles, s'il s'en souvient de cette époque il y a quelques années. Et donc, je fais ce voyage, on cueille des roses, et donc, je finis le voyage complètement, je sais pas si on dit, enfin, complètement retournée dans ma façon de penser, de voir les choses. Je suis dans ce voyage, je rentre à Paris. Évidemment, j'ai envie de rentrer aux EI. Et là, se remonte un groupe local, le groupe local dont j'ai fait partie, qui s'appelle Yona. Et là, mon parcours EI/Israël se renforce puisque à Yona, c'était censé être le groupe où ils se décrivaient. Alors, ça veut dire dans les groupes locaux EI, vous connaissez, il y en a qui se décrivent sionistes, il y en a qui se décrivent religieux, il y en a qui, chacun a besoin de faire de mettre en avant sa personnalité. Yona, foulard, kaki et jaune, les couleurs de Tsahal, le groupe local sioniste. Et là, donc on a notre petite aventure EI de quelques années, et donc donc je passe plusieurs années à entendre Israël, on ira en Israël, etc. Donc avec mes deux amis David et Mika. Et donc ça mûrit un peu. Voilà, c'était pas l'histoire d'un jour, mais j'étais toujours dans mes préceptes de dire je ne partirai jamais. Et voilà. Et j'ai eu la chance aussi de faire partie des EI à une époque où il y avait une shlicha, où il y avait Judith Cohen-Solal qui était là et qui a passé du temps à emmener des intervenants israéliens sur pas mal de rencontres, et on passait aussi beaucoup de temps en Israël. C'était une époque où il y avait où les EI avaient quand même, on était, je crois, au mois d'août, on s'était retrouvé à 500 entre les ADEC, les PIF, etc., les non-EI dont je parlais tout à l'heure. Donc, en fait, doucement, ça a fait son chemin jusqu'à ce que je termine mes études parce que, comme je vous l'ai dit, avant, pas d'autres langues, pas d'autres cultures, fallait étudier en France, en français, etc. Je termine mes études et je me retrouve dans la position qu'on avait dit avant. Et qu'est-ce que je vais faire en France? Je me sentais déjà beaucoup moins liée, etc. Et donc à ce moment-là, donc je décide de faire une année, puisqu'on en parle, une année en Israël, de passer du temps en Israël. Cette année, c'était en 97, donc ça fait à peu près 24 ans, et je pense que je re-signe pour l'instant pour les 24 autres années. Alors, par rapport au mouvement, pour reparler du mouvement, aujourd'hui, on n'a plus tout ce phénomène de jeunes qui viennent en Israël. Enfin, il y a eu l'année dernière, avant le corona, le Conseil national, effectivement, en Israël, les animateurs sont venus, stage de forme, etc. Mais aujourd'hui, on a un nouveau mouvement où, en fait, ce sont les jeunes Israéliens qui partent dans les camps EI. Pour ceux qui connaissent ce projet extraordinaire, Jean-Charles, il est en haut, au-dessus de sa tête, le projet Ron Arad qui a été créé il y a je ne sais pas combien de temps, mais qui prend sur lui d'envoyer chaque année des dizaines de jeunes dans les camps EI pour leur faire connaître, en fait, ramener un peu d'Israël dans les camps EI. C'est important, ça veut dire qu'on parle de shlichim. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de shlichim dans les mouvements de jeunesse, même plus du tout, il me semble. Donc, en fait, ce sont nos enfants qui sont devenus les mini shlichim d'Israël. Ils partent, ils vivent à l'heure israélienne. Ils vivent à l'heure israélienne. Donc, voilà. Alors, les EI viennent moins, il y a une raison aussi, c'est tout à l'heure, je citais Serge de la Pergola. Il y a aussi les événements concrets, ça veut dire que voyager en Israël coûte très cher,
et que chaque année, c'est un frein au tourisme. Enfin, c'est un frein à ce type de tourisme parce que sachant que d'organiser un camp en Israël, ça coûte énormément d'argent. Donc, bon, ça c'est un autre débat. On pourra éventuellement en parler. Voilà. Alors, pour finir, pour la petite histoire, tout à l'heure, je parlais des EI qui sont montés, qui sont partout, qui sont de toutes les générations, etc. C'est comme les Français, on ne sait pas forcément qui sont là. Et il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de faire un Zoom pour des raisons professionnelles avec des gens du parti Chasse. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est le parti ultra-orthodoxe israélien, Chasse francophone. Donc, je pense que j'étais la seule qui n'avait pas de perruque ou de chapeau, de kippa noir, etc. Mais j'étais très bien accueillie, etc. Et là, donc, je vois mon téléphone. Donc, on était sur Zoom, donc avec toutes les personnes de ce parti politique et religieux. Et là, tout à coup, je vois mon WhatsApp et je vois quelqu'un qui n'était pas dans mes contacts. Donc, une fille qui me dit « Bonjour, je suis X. » Donc, je suis sur le Zoom avec toi. Donc, et là, la jeune fille me dit, donc, contre toute attente, elle me dit « Tu te rappelles, t'étais ma chef de camp au camp Créabat il y a quelques années. C'était mon premier camp. C'était ma première expérience EI et je me souviens bien, etc. » Bon, bref, après, elle m'a raconté 2-3 anecdotes de ce camp. Mais quand on dit que le réseau EI, le réseau francophone est un réseau extraordinaire, c'est vrai et on le voit au quotidien en Israël. Ça veut dire que c'est impressionnant là où ce réseau nous mène et c'est pour ça qu'on arrive à monter pas mal d'activités avec les anciens, avec les grands anciens, ce qu'on a appelé les grands anciens aujourd'hui qui ont 80 ans plus et qui continuent à participer aux activités. Alors, je vois une question. Combien d'EI sont montés en Israël dans les 10 dernières années? On a un moyen de suivre ces EI. Alors, j'ai envie de dire beaucoup. Ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ça veut dire que, en fait, les réseaux, ça se réseaute par groupe local, quoi. En général, par ville, par groupe local, ou alors par rattachement au groupe local de Ron Arad, etc. Ça veut dire que c'est un réseau de bénévolat, d'entraide professionnelle, etc. qu'on a essayé plusieurs fois de numériser, d'institutionnaliser et qu'on a eu un peu de mal parce que c'est quelque chose qui existe de manière très, très, très informelle, puisqu'aux EI, on aime bien l'éducation informelle. Donc, on essaye un peu de formaliser l'informel, mais souvent, ça va plus vite que nous et on essaye de savoir. Mais bon, on peut dire, je sais pas, c'est une bonne question parce qu'en plus, les EI, ils ont tous, bon, après, ils montent, ils ont des enfants, donc ça fait beaucoup de familles, ce qu'on appelle la famille EI. Voilà. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, soit des questions sur ce que j'ai dit, soit des questions sur l'ALIA, soit je peux vous donner aussi mes coordonnées professionnelles pour ceux qui ont besoin de questions un peu plus techniques sur l'ALIA et pas sur le sens de l'ALIA, mais sur comment on fait son ALIA. Je peux aussi être une référence avec grand plaisir, quoi. Et merci beaucoup à toi parce que je sais que c'est jamais facile de prendre la parole devant une petite caméra. Il faut avoir déjà une certaine habitude, mais merci à toi. Alors, celui qui t'a posé la question, et je le salue puisqu'il est membre aussi du comité, je le connais, c'est Michel Nakache qui après avoir posé la question quantitative et qualitative, est-ce qu'on a moyen de suivre, dit, est-ce qu'on pourrait, en amont de l'ALIA, lors du dossier à l'agence juive, est-ce qu'on pourrait le savoir? C'est une bonne question. Non, je te dis non, parce que l'amont avec l'ALIA, c'est quelque chose de difficile d'avoir des informations, bien qu'ils ont un système, informatique très poussé. C'est difficile d'avoir ce type d'informations. Mais encore une fois, le réseau dans ce cas-là fait bien son travail et je crois qu'il y a pour te donner une petite idée, pour le 90e, on avait organisé un événement à Mikvé Israël et je crois qu'on était, que je dise pas de bêtises, 1000, 1200, je me souviens plus.
comptant les EI, les anciens, les grands anciens, les enfants. Enfin, c'était des gens qui se sentaient un certain attachement encore au mouvement et prêts à remettre une chemise et un foulard si jamais quand ça redémarre, quoi. Après, il y a des gens qui se trouvent aussi un petit passéi, parce que des fois, ça fait bien de dire que on a fait un camp quand on avait 8 ans, on était bâtisseurs, etc., etc. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une grande carrière? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu une fois? Est-ce que c'est quelqu'un qui se sent proche de notre sujet? C'est, voilà, qu'est-ce qu'on définit comme ancien VI? Et là, je vais répondre à la question de Michel de manière sibylline, voire laconique. Je dirais comme ça, nos services secrets, le Mossad est capable d'aller percer les coffres-forts et les secrets en Iran, mais personne n'a encore réussi à percer le secret qui est la liste et les dossiers d'Eolim qui est à Paris. C'est un matériau d'une cherté, semble-t-il, extrêmement importante, qui fait que même un certain nombre d'organisations sœurs, d'organisations sionistes sœurs, n'arrivent pas à avoir ce matériau. Il suffirait, si ce n'est déjà le cas, cela fait quelque temps que j'ai rempli mon dossier personnellement, donc je ne sais pas la dernière version, mais effectivement, à une certaine époque, on demandait aux gens est-ce qu'ils ont été dans une école juive ou ils ont fréquenté un centre communautaire ou cela. Il suffirait de rajouter un mouvement de jeunesse et effectivement, on aurait une réponse à cette question. Mais pour l'instant, visiblement, il y a comme ça un certain nombre de questions. Alors, il y a Jocelyne qui dit que moi je connais la réponse, mais je te laisse. Est-ce que tu n'aurais pas campé au Moshav Nirchen avec les EI? Ouais, mais pas en 78, Jean-Charles, j'étais un peu plus jeune. Oui, oui, je sais, C'était en quelle je te année? laisse répondre. Je sais pas, c'était en 92, 13, 14, je me souviens plus. Effectivement, on dormait dans le Cheder Ochel et on se réveillait à 3, 4, 5 heures du matin pour aller cueillir des roses. Et nos jambes s'en souviennent encore, mais en tout cas, ça nous a laissé des souvenirs, voilà, qu'on marquait, enfin moi, qui ont été le début de mon aventure aux EI, et c'était très très chouette, quoi. Voilà. Alors, il y a quelques messages personnels, tu les liras. On a la chance d'avoir avec nous ce soir la commissaire générale qui te rappelle au cas où tu l'aurais oublié ton nom de totem, mais je pense pas que Ouais. je pense pas que tu l'aies oublié, donc ça devrait aller. Alors, tout à l'heure, quelqu'un a demandé, on va pouvoir réouvrir les micros pour ceux qui voudraient poser des questions en direct. On va le faire maintenant, mais si je peux me permettre un à la fois. Voilà, alors vous pouvez réouvrir vos micros si vous le souhaitez. L'autorisation est arrivée, ce qui vous permet de dialoguer directement avec Edwige. Voilà, je scrute en même temps. Voilà, Jocelyne te répète que tu es toujours la bienvenue. Je suppose que c'est pour ramasser des fleurs à 5 heures du matin qu'elle te fait une invitation. Donc, ça va. Avec plaisir. Ouais, ce serait sympa de. Si je passe dans le coin, avec plaisir, je repasserai parce que j'en garde vraiment un bon souvenir. Michel a une question. Oui, je peux te poser une question en lien avec la mairie ou comme j'ai raté un peu le début, non? Avec plaisir. Ah, si. Ah oui, d'accord. Est-ce que la mairie pourrait financer, pourrait aider, accompagner le développement d'un mouvement de jeunesse comme les EI en Israël? Alors, je parle de la mairie de Jérusalem, mais de façon générale. Est-ce on peut s'appuyer sur les municipalités pour obtenir des moyens pour travailler, pour développer nos activités, les anciens et les plus jeunes? Alors, c'est une bonne question, mais je pense que c'est plus une question de fond qu'une question de forme. Est-ce que l'idée, c'est de développer… Aujourd'hui, quand on parle de mouvement de jeunesse, c'est très Moukdar, c'est très défini par les départements de jeunesse. Ça veut dire on parle de 2, 3, 4, 5 mouvements de jeunesse qui ont pignon sur rue, qui sont connus et qui sont développés dans les villes. D'ailleurs, souvent, les mouvements de jeunesse ont leurs activités dans les centres communautaires de la ville. Ils sont abrités, accueillis, subventionnés
etc., etc. Pour en avoir parlé quelquefois avec les responsables donc, dans ces départements jeunesse et de ces mouvements de jeunesse, ils ne comprennent pas, et ça c'est encore un autre débat, pourquoi on a besoin de créer un mouvement de jeunesse francophone ou sympathisant français, appelez ça comme vous voulez, enfin, il y a eu beaucoup de noms autour de ça. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne rentre pas les enfants dans les mouvements de jeunesse, Bnei Akiva, Ezra, Sofim, etc. Les enfants nouveaux immigrants, pourquoi ils devraient être dans une activité à l'intérieur d'autres activités. Je rappelle que pour la petite histoire, au début, quand il y a eu des premiers enfants qui sont partis sur les camps EI en France en tant qu'Israéliens, le projet de base était de cet échange, cette interaction, ce vécu commun, cet apprentissage aussi pour nos petits Israéliens de ce que peut être le minimum commun, etc., etc. Et que doucement, par rapport à un besoin, le projet a changé. Maintenant, c'est tout projet qui change, c'est un projet qui est dynamique, donc déjà c'est positif. Mais il faudrait savoir, est-ce qu'il y a des demandes qui ont été faites, est-ce qu'il y a des demandes qui ont été refusées, est-ce que vous avez déjà participé à une table ronde des mouvements de jeunesse en tant qu'invité, etc., etc. C'est rentrer doucement une nouvelle. Mais les pays sont capables de le faire. Hein. Les pays ont suffisamment d'arguments, ont suffisamment d'idées éducatives, etc., pour amener encore une nouvelle voie de pensée, d'activité, etc. Mais je veux dire, quand on dit que, enfin, moi-même, quand je dis que j'envoie 3 semaines mes enfants sur un camp EI comme ça, je sais pas, j'ai peur. Les services sociaux, je me demande s'ils vont pas arriver chez moi tellement ça semble fou. Ça veut dire, voilà, quoi. J'ai une fille qui a 14 ans, le Bnei Akiva cet été, c'est le grand camp, il va durer 2 jours, quoi. 2 jours. Donc voilà. Mais c'est intéressant, ça veut dire c'est intéressant aussi de partager une nouvelle vision, mais pour ça, il faut trouver des gens qui s'intéressent et participer. Il y a tout le temps des tables rondes de l'éducation, des tables rondes des mouvements de jeunesse. Ça existe, c'est très intéressant. Il faut percer ce milieu et se faire des contacts et faire passer l'idée qu'il y a peut-être un besoin et il y a peut-être une réponse. Quoi. Avant de parler de budget. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. On a essayé, Jean-Charles. On a essayé déjà ça. Ce que dit, on a essayé, on a eu, enfin à l'époque, il y avait eu des aides surtout, je dirais, non pas financières, mais très pratiques de salles et autres, en particulier par exemple avec la mairie de Ra'anana, où il y avait un très très grand groupe. Donc là-dessus, on avait des aides. À Jérusalem, mais il n'y avait pas eu de besoin particulier. Voilà. Juste par rapport au dernier point qui était soulevé, il faut savoir qu'actuellement, il y a un mouvement qui est en train de se créer en Israël qui s'appelle en hébreu Summer Camps, c'est-à-dire que sous la poussée des anglo-saxons et autres, se développe tout le phénomène des colos, des centres de vacances, des camps, que la liste est longue. Et donc, je pense que cela va avoir une influence sur les mouvements de jeunesse classiques qui vont devoir eux aussi élargir, je dirais, ou agrandir la durée de leur camp. Alors, tout à l'heure, Charles Naka voulait prendre la parole. Je ne sais pas s'il veut toujours parler. Oui, oui. Oui. Voilà. J'ai 3-4 petits points, si vous me permettez. Un premier point, la dame a parlé de Rothschild avec les Français en Israël. Mais elle oublie qu'au même moment, il y a eu en France, surtout en France, le baron de Hirsch qui a encouragé les Juifs à partir en Argentine. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, elle a nommé des noms comme le professeur Neher, que j'ai connu, je l'ai bien connu même. Le professeur Neher est arrivé en 1948 comme volontaire en Israël dans le cadre du Mahal. Mais beaucoup de Français ignorent que dans le cadre du Mahal, il y a un groupe français qui a combattu dans le Negev à partir de Revivim. Et ils ont écrit un chant que vous connaissez en hébreu et moi en français.
Alors, j'essaye par 3 mots de dire un peu de chant. Et dans les plaines du Negev, un homme est tombé, et vous la connaissez en hébreu, Be'arvot HaNegev. C'est une Française qui a écrit cette chanson au kibbutz Revivim. D'accord? Alors maintenant, un troisième point. Vous avez parlé du regretté Eric Cohen, qui était un très bon ami à moi, puisqu'on a travaillé un petit peu ensemble. Eric Cohen, on a beaucoup parlé comment intéresser toute une jeunesse, une grande jeunesse qui s'assimile en France, qui n'a aucun contact avec les mouvements sionistes, etc. Et ça a été un problème. Mais le malheur, et je pense que c'est l'agent juif qui a fait ça, vous savez qu'avec Michael Halperin, nous avons accueilli toutes les 2 semaines des centaines de volontaires qui venaient dans les kibbutzim. Ils venaient pour 3 jours à Jérusalem d'études. Et c'était je sais pas, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils ont arrêté le projet. Comme ils ont arrêté, bien sûr, les projets des mouvements de jeunesse avec lesquels j'ai beaucoup travaillé et qui ont, hélas, de France, ça a diminué jusqu'à ce que ça a été fermé. Et il n'y a plus de façon d'encourager ces jeunes Français qui venaient nombreux en Israël. Maintenant, au niveau des... Vous avez parlé des EI, moi je suis un EI du Maroc. Hein. C'est pas grave, non? C'est super. C'est pas grave. Alors, non, c'est super. J'ai travaillé avec Manitou, puisque j'ai enseigné un peu aussi à Mayanot, et le Machon et Madrichot Tlaretz. Et alors, il y en a eu vraiment des volontaires qui sont venus, qui se sont bien intégrés après la veille de la guerre des séjours, ou même après la guerre des séjours. C'est quelques intellectuels comme Elie Bengal, et tout un groupe qui sont à Iron ou à Baram, ou alors Chameau, que vous avez sûrement tous connu et entendu parler, le regretté Chameau, qui était sur le plateau du Jourdain. Et après la guerre des 6 jours, il y a eu ce réveil, puisque moi-même, j'ai bien connu le regretté Manitou. Il me manque d'ailleurs parce qu'on avait des parents qui étaient très amis et j'ai toute une correspondance. Et c'était quand même un travail et beaucoup plus tard, un centre extraordinaire qui a remplacé Orsay, c'est Mayanot, qui a été aussi fermé. Donc la France ne reçoit plus des cadres, parce que c'était le but de Mayanot, hein, le but principal. Les cadres ne vont plus travailler en France, il n'y a plus de cadres. Et voilà, en gros. Effectivement, d'abord Charles, merci beaucoup pour ces précisions, c'est toujours important et je note les différents éléments que tu as apportés. Je te dis tu, hein, parce qu'on est en train de faire VI. Très bien, très bien. Effectivement, moi personnellement, depuis très longtemps, je ne sais pas ce que c'est que vous. Oui, moi non plus, j'ai de plus en plus de mal. Je suis là depuis 58, alors. D'accord. En fait, effectivement, toute cette dynamique autour du bénévolat, volontariat, etc., a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord parce que les besoins en Israël ont changé. S'il y a quelques années, pour faire fonctionner un kibbutz, il fallait, je sais pas moi, 500 personnes qui habitaient au kibbutz et plus 500 bénévoles pour pouvoir gérer la masse de travail qu'il y avait dans les kibbutz. Aujourd'hui, avec l'automatisation, etc., je vais même aller plus loin. Quand on propose à l'armée, au kibbutz, etc., de la main-d'œuvre, on leur casse plus la tête que de la main-d'œuvre bénévole. On leur casse plus la tête que ce qu'on peut leur donner parce que ils ont des besoins qui sont différents. Ça, c'est une chose. Et effectivement, ça manque. Et je pense que cette façon de venir faire du bénévolat, et tout à l'heure, j'ai parlé de mon expérience au kibbutz, au Moshav Nir Chen, ça a été pour moi le début d'un processus qui m'a mené aujourd'hui à vivre en Israël. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui ont changé. Et quand on parle des chiffres de Massa, donc le programme dont j'ai parlé tout à l'heure,
où les jeunes touristes peuvent venir entre 6 mois et 1 an en Israël. C'est, j'ai pas les chiffres, donc je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est des milliers de jeunes qui viennent, pas à l'espace de quelques semaines de bénévolat, mais à l'espace de quelques mois de vie dans la société israélienne, que ce soit par des stages, que ce soit par du bénévolat au Magen David, il y a des, que ce soit dans une yeshiva, que ce soit des études juives, etc. Et ça, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle l'expérience israélienne. Ça a beaucoup changé, mais c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui a une influence sur le futur de ces jeunes. Voilà, j'ai envie un peu de lancer le pic et de dire à quand un Massa EI qui serait accueilli, voilà, une vingtaine d'EI qui viendraient passer une année en Israël ensemble avec un programme, etc. Donc là, On a été les premiers à faire Massa, Edwige. Oui, bon, il y a quelques années. Il y a quelques années, mais pourquoi pas? Non, Massa. À l'époque où il y avait Dani qui était Chaliar, il y avait eu des Massa EI. C'était les premiers programmes. Pas Taglit. À l'époque où il y avait je parle il y a 12-13 ans. Il y a 14 ans presque, parce que Nitaï, il a eu 14 ans. Itamar a eu 14 ans, il est né en France. D'accord, 14 ans, ok, je ne vois pas le temps passer. Mais je veux dire, c'est un vrai projet et je suis sûre que ça correspondrait parce qu'on voit combien d'animateurs partent faire des programmes Massa. Donc, pourquoi pas le faire dans un cadre? On pourrait très bien essayer de monter ça. Et de toi à moi, n'écoutez pas les autres, la responsable Massa Europe, aujourd'hui, c'est une ancienne EI. Donc, peut-être qu'il y a moyen de moyenner. Voilà. Beaucoup d'EI sont intégrés. Il y a eu j'essaye de lire en même temps sur la droite ce que vient d'écrire Sarah. En fait, il y a, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure, ce qui a été dit tout à l'heure, on a parlé en fait, de ce qui s'appelle le commando français. Alors, avec Michel Manaka, je pense qu'on peut dire aussi maintenant qu'il y aura, si tout se passe bien, par exemple, un grand rassemblement du judaïsme constantinois juste après Sukkot. Donc, c'est au mois d'octobre, à partir du 3, pendant une semaine. Et l'une des cérémonies qui est prévue, c'est justement un hommage au commando français dont parlait Charles Nakam tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est une histoire qui n'est pas assez connue, donc ça a été inscrit dans le programme. Et en ce qui concerne les différents points qui ont été soulevés, c'est que l'histoire d'Israël est dynamique. Et donc, il est clair qu'un certain nombre de projets qui existaient il y a 70 ans, il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 20 ans ou même il y a 5 ans n'existent plus aujourd'hui, mais qu'il y a un redéploiement vers de nouveaux projets et qu'aujourd'hui, il y a à peu près 800 jeunes de France dans les différents programmes Massa qui ont continué à arriver malgré la Covid. Donc, c'est quand même quelque chose d'important et qu'il faut souligner. Si d'autres programmes se sont arrêtés, comme par exemple le programme Taglit, pour ceux qui connaissent, parce que comme ils viennent pour 10 jours, ils auraient passé la totalité de leur séjour enfermés dans une chambre d'hôtel en attendant la fin de la période d'arrêt. Voilà, donc il y a comme ça un certain nombre de projets qui existent aujourd'hui de manière très différente. Et peut-être juste un petit bémol, si je peux me permettre, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a aujourd'hui des shlichim, des mouvements de jeunesse en France. Il y en a au Bnei Akiva, il y en a au Dror. Enfin, il existe quand même encore, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y en avait une aussi au Bnei Akiva. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup moins, quantitativement parlant, que ce qu'il y avait peut-être il y a quelques années. En tout cas, il n'y en a pas aux EI en France. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? En l'occurrence, si, Jean-Charles, on n'a pas une shlicha au sens shlicha, mais on a quand même, depuis le début de l'année scolaire, des relations nouvelles avec l'agence juive et on a une jeune fille qui est détachée pour les EI depuis l'agence juive en tant que shlicha ou shlichonite, je ne sais pas comment tu veux dire. Ça commence. Après, ce dont tu parles, les shlichim qui sont dans les mouvements de jeunesse, c'est pour des mouvements de jeunesse qui sont clairement
et officiellement dans une démarche sioniste raloutique. Je parlais d'un vrai chaliard formé pour cela et pas effectivement des jeunes filles. Michel, tu voulais parler? Oui, juste compléter l'information, puisque Karen est là et qu'on parlait effectivement des shlichim. J'ai entendu qu'effectivement, il y a un programme de mise en place de shlichim dans les communautés ou dans les associations. Et apparemment, ça serait gratuit et ça serait disponible. On me dit que bon, certains ont accepté déjà et d'autres vont probablement accepter. Les EI sont probablement dans cette position, non? Et ça serait bien, effectivement, d'avoir des jeunes qui viendraient des EI d'Israël, des jeunes parce que ce sont des gens de 19-20 ans, possible, bon, après l'armée ou avant l'armée, je ne sais pas, et qui viendraient rejoindre dans le cadre de ce programme notre mouvement. Ça pourrait apporter effectivement d'abord une expérience de leur vie en Israël et après promouvoir tout ce qu'il y a à promouvoir pour cette alia. Donc j'ai entendu dire que c'était en cours de mise en place. Je peux encore une petite phrase? Vakasha. Merci. Alors, moi, je pense aujourd'hui, il faut revenir à un projet qui existait auparavant. Moi, j'ai travaillé pour ce projet avec Pinchas Sapir, le ministre par excellence d'économie. Alors, on prenait contact, par exemple, aujourd'hui, on peut le faire avec amener des jeunes ou des jeunes couples qui sont dans un domaine spécial, par exemple le high-tech, les amener en Israël pour 2-3 semaines, circuler avec eux en connaissance d'Israël et on s'arrête dans des points où on cherche, où on peut trouver du travail. Ceux qui trouvaient du travail sont restés. J'en connais moi quelques familles que moi-même à l'époque j'ai amené, que j'ai intégré facilement. Alors, ou dans d'autres domaines, mais d'amener des groupes dans un domaine, circuler avec eux, prendre des rendez-vous et dans tous les coins d'Israël, il y a des coins dans le domaine de high-tech, j'ai donné un exemple, mais ça peut être d'autres domaines. Et ceux qui trouveraient du travail resteront là. Et là, vous toucherez à des gens qui peut-être vont s'assimiler, etc. Et pas seulement ceux qui sont déjà engagés depuis leur jeunesse dans les mouvements ou dans la famille qui est ils sont déjà de bons Israéliens, même s'ils vivent à l'étranger. Voilà. Merci. Il existe en termes je dirais, de connaissances d'Israël ou de très, très nombreux programmes. Il y a par exemple, on parlait du programme Massa. Il y a un Massa Stagerim pour faire des stages. Ça permet aux jeunes de connaître le monde de l'entreprise, donc entre autres la high-tech, mais pas uniquement, de l'entreprise israélienne. Et c'est pour ça que ça a un succès, puisque ce programme générique, enfin, Massa a beaucoup de succès parce qu'il n'y a pas d'obligation d'engagement de Alia. Les gens viennent, goûtent et à 80 voire 90% suivant les années, ils restent ici parce qu'il n'y a pas. Donc il y a effectivement un certain nombre de possibilités quand on s'intéresse à l'Alia. Il y a d'autres programmes qui sont organisés régulièrement quand il n'y a pas de corona et quand il n'y a pas un certain nombre de difficultés externes. Edwige, avant de conclure, je te redonne la parole si tu veux bien conclure. Ok. D'abord, j'espère que d'abord ça vous a intéressé. C'est sympa d'avoir voilà, des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas sur ce Zoom, des gens qui s'intéressent, des gens qui se posent des questions. C'est toujours chouette. Et si je peux apporter ma contribution aujourd'hui aux animateurs en place ou aux personnes qui ont un projet d'Alia, effectivement, mon mandat, c'est la ville de Jérusalem, mon mandat professionnel, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ayez un jour, ayez toujours, donc j'essaye d'aider, d'accompagner dès que des personnes s'adressent à moi et en tout cas de les mettre en contact avec les personnes qui pourront les accompagner sur ce bout de chemin. Aujourd'hui, si on parle d'Alia, une Alia, ça se prépare, une Alia, ça se vit. C'est pas toujours comme on croit et c'est pas toujours ce qu'on pense, mais ça vaut le coup de tenter, ça vaut le coup de faire partie de
de ces histoires, de cette histoire. Et je sais que ceux qui ne tentent pas l'aventure pour le moment ou qui ne tenteront pas l'aventure ont quand même, comme j'ai dit au début, un avis sur le sujet et le cœur qui bat quand on prononce le mot. Et je sais que derrière cet écran, il y a quelques personnes qui ont le cœur qui bat quand on prononce le mot Alia, quoi qu'il arrive, parce qu'ils ont des amis, des souvenirs, etc. Donc voilà quoi. Merci beaucoup, Edwige. Merci à toi et on te souhaite une très grande réussite dans tout ce que tu fais à la mairie de Jérusalem pour accueillir les gens parce que effectivement, cela est extrêmement important pour qu'un maximum de Juifs de France et on l'espère parmi eux des EI viennent s'installer dans tout le pays, en particulier à Jérusalem. Alors, vous avez vu, j'ai mis le flyer de la campagne qui se déroule actuellement avec bientôt les 2 journées je dirais, où il va y avoir le maximum d'appels. Donc, les EI d'Israël, à travers que ce soit l'Association des anciens et le groupe local Ronara de l'association Ameirim, ont évidemment décidé de soutenir cette action. Donc, je pense que vous avez déjà reçu. Sinon, vous nous demanderez, nous enverrons les liens pour pouvoir donner à cette opération que mènent les EI de France. Nous vous y engageons très fortement. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui vont le faire. Quant à nous, eh bien, écoutez, ce n'est pas dimanche prochain que nous allons nous retrouver cette fois-ci parce que ce sera la fête de Shavuot, pardon. Donc la semaine prochaine, vous serez au repos, en tout cas j'espère, en train de manger un certain nombre de bons gâteaux au fromage, comme le veut la tradition ou d'autres choses. Mais ce dont je veux vous parler, c'est de notre prochaine intervention. Et donc, elle aura lieu le 23 mai. C'est Yael Ifra, que nous avions déjà eu l'occasion d'écouter quand Michel Nakache a fait son intervention. Elle était venue en tant qu'experte de l'économie israélienne. Elle est attachée parlementaire. Et elle nous parlera d'un sujet un petit peu explosif. En principe, d'ici là, on devrait avoir un gouvernement, mais enfin, on ne sait jamais. Hein. Je vois quelques sourires à droite et à gauche, puisqu'elle nous parlera d'Israël, royaume des monopoles. Moi, je croyais qu'on était dans une démocratie avec une Knesset. Donc là, on parle d'un royaume, ce qui est déjà intéressant, et des monopoles. Donc, l'intervention du 23 mai sera sans doute extrêmement documentée, extrêmement explosive. Voilà, alors je reviens, comme on dit, à Inyane de Yoma, puisque c'est Yom Yerushalayim, la journée de cette ville qui s'appelle Yerushalayim. Beaucoup des noms que tu as cités tout à l'heure et bien d'autres ont en 1968, ils ont attendu un an pour être sûr qu'il y avait un miracle qui s'était passé au mois de juin 67 pour venir s'installer dans le pays. Et donc, c'est une vraie fête. Un certain nombre de rabbins, par exemple, nous disent que ce soir, eh bien, on va chanter le Hallel, donc qui est le signe religieux d'une vraie fête, d'un vrai miracle qui s'est déroulé. En tout cas, merci à Edwige de nous avoir parlé de Jérusalem. Merci à vous tous d'être venus et j'espère à très très bientôt pour la suite des aventures. La bonne nouvelle, c'est que nous allons bientôt reprendre, en tout cas en Israël, les activités en présentiel. Voilà, on va pouvoir se toucher, se serrer la main, s'embrasser et être ensemble. Et en général aussi, dans nos soirées, pour tout vous dire, on a souvent un pot de l'amitié, donc on va en profiter. Cela va commencer avec une séance de cinéma à la Cinémathèque. Nous allons retourner dans nos séances, mais pour ce qui concerne des conférences, nous continuerons de manière mixte, à savoir évidemment en présentiel et en même temps par Zoom pour permettre à nos amis de nous suivre. Merci beaucoup et merci Edwige, merci à tout le monde et à très très bientôt. De rien, merci Jean-Charles pour m'avoir donné la parole. Bye.
T'es là?